Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cet ICEB Café sur la low-tech en bâtiment, concevoir, construire, exploiter. On va être deux personnes pour les premières présentations, Emmanuel Pat qui est à ma gauche et moi-même Héloïse Pelen. Et on a la chance aussi pour les illustrations d'opérations d'avoir avec nous For All Studio, donc qui sont juste là. Et puis Atelier Géminé aussi qui est pas très loin non plus de nous. Voilà, donc du coup, c'est un ICEB Café qui va se dérouler en 3 temps. Mais avant ça, je vais vous parler juste un petit peu des actualités de l'ICEB. Donc pour les membres de l'ICEB, vous avez reçu le 14 avril un Framadat par mail pour à compléter pour une visite au Havre du Hangar Zéro, un projet de Frédéric Denise le 2 juin, donc remplissez ce Framadat. Et on est en mesure de vous annoncer les 2 prochains ICEB Café. Donc le 15 mai, il y aura un ICEB Café en visio sur la carboneutralité au Québec, avec Oscar Hernandez, qui est un membre de l'ICEB exilé au Québec. Et puis le 28 juin, on aura la grande chance d'accueillir Marc-André Sellos, qui est biologiste, et ça sera à l'Académie du Climat, donc un ICEB Café en vrai. Et donc Marc-André Sellos a sorti un livre sur le sol. Du coup, ce sera une conférence autour de son livre sur le sol, une petite histoire à l'usage de ceux qui le piétinent. Voilà. Donc, le déroulé, comme je le disais, ça va se passer en 3 temps. Concevoir, on va en parler à peu près 20 minutes. Il y aura une opération présentée par Emmanuel Pat de Méandre-Tissé. Construire, 30 minutes, donc à chaque fois 10 minutes de présentation et puis 10 minutes de présentation de l'atelier Géminé, puis 10 minutes de For All Studio, pardon. Et enfin, exploiter 10 minutes aussi. Et voilà, après, on souhaite que, si ce timing est bien respecté, avoir 1 heure pour échanger tous ensemble avec vos partages d'expérience, vos remarques, vos questions, vos retours. Voilà. Dans l'ensemble de cette présentation, il y a des images dessinées qui sont extraites soit de la BD de Morgane Parisi, soit de la BD Restez cool, qui a été dessinée par Emmanuel Pat et qui est disponible sur le site de l'ICEB, ou alors des dessins aussi que Emmanuel avait fait pour le travail sur le low-tech. Et d'ailleurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, pourquoi nous? Pourquoi est-ce que c'est Emmanuel et Héloïse qui présentent un ICEB Café sur le low-tech? Ça va nous donner l'occasion de nous présenter un petit peu. Alors, la low-tech, c'est un mot qui est émergent dans nos pratiques, mais en fait, nos pratiques étaient déjà un peu low-tech sans que ce soit nommé. Moi, je suis ingénieure en conception durable des bâtiments depuis 15 ans, et depuis 3 ans, je travaille spécifiquement sur la réhabilitation énergétique des bâtiments anciens. Et du coup, c'est des bâtiments qui ont été construits à un moment où on n'avait pas beaucoup de matériaux et d'énergie autres que ceux qui étaient locaux, donc on était forcément un peu low-tech. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis à m'intéresser à ça. Emmanuel Pat, donc moi je suis, associée de l'agence, Méandre TC, et je dirais qu'en tant qu'architecte, on essaye toujours de faire low-tech, de mettre le moins de machines possible parce que finalement on se rend compte que, le bâti, gros œuvres, c'est ce qui reste, quand, tout le reste ne marche plus et donc c'est aussi ce qui fait l'architecture. Et donc on a répondu aussi, enfin on a été pilote avec Héloïse de la mission, sur le low-tech en rénovation énergétique pour la QC, qui était il y a 2 ans. Mmh. Voilà. Parce que c'est vrai qu'à l'ICEB, les membres de l'ICEB, ils n'ont pas attendu la popularité du mot low-tech pour faire low-tech, et c'est pour ça qu'on sera content d'entendre vos retours tout au long de cette présentation. Et donc le travail pour profil Emmanuel. qu'évoquait Emmanuel juste Mmh. avant, il a été publié début 2022. C'est un podcast en 8 épisodes sur Rénover Low-Tech, réalisé par Sophie Pillot, de Partage de Voix, une BD de 10 pages réalisée par la dessinatrice Morgane Parisi, aussi des fiches opérations mises en page par Dominique Julien, et une vidéo de Cabochard sur la définition du low-tech. Et c'est à retrouver sur programmeprofil.fr. Voilà. Avec beaucoup d'autres ressources d'ailleurs qui ne traitent pas du low-tech, mais qui sont très intéressantes. Donc, on va rentrer tout de suite dans la définition du low-tech. Donc, le low-tech, c'est souvent je dis le low-tech, mais en fait dernièrement avec Emmanuel, on s'était dit que comme on dit la high-tech, c'est beaucoup plus logique de dire la low-tech. Donc voilà, si vous entendez le low-tech, vous pouvez modifier dans votre tête en la low-tech.
Donc la low-tech, c'est des solutions qui sont utiles, donc utiles parce qu'elles répondent, à un besoin, juste et préidentifié. Donc ça répond à un juste besoin, on va pas, fournir quelque chose de trop gros pour répondre à un besoin qui serait plus petit. Ça vient vraiment questionner le besoin initial. Ensuite, c'est un outil qui est simple, c'est quelque chose qui va être, simple d'utilisation, qui va pas se casser, qui va être facile à réparer aussi et c'est durable. Donc durable, dans le sens où ça vient, utiliser, des matériaux qui sont abondants, renouvelables, disponibles localement. Donc ça, c'est un peu trois points qui nous ont semblé importants et durable aussi dans le sens où, si on a des ruptures, d'approvisionnement énergétique, alors heureusement, on n'a plus trop le cas maintenant, mais en automne, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout le monde se disait: «Ouh là là, il va y avoir des ruptures, des réseaux, ça va être, on va avoir des coupures d'électricité cet hiver, attention, attention» et donc un bâtiment qui est, low-tech, il est un peu plus, capable de surmonter ce genre de choses. Donc un exemple, c'est qu'en 99, il y a des familles qui ont passé plusieurs jours dans le noir, parce que leur volet électrique ne s'ouvrait plus. Donc du coup, ben, il y avait plus d'électricité, il y avait plus de volet électrique et il y avait eu la tempête qui était passée et qui avait, coupé, durablement toute l'électricité. Donc les personnes n'avaient plus d'électricité et plus d'éclairage naturel dans leur maison. Donc bah, avec un bâtiment low-tech où on peut ouvrir, les volets, ben, ça n'arrive pas. Voilà. Donc on entame, ça y est, la première partie, de notre présentation sur concevoir. Alors moi on voulait commencer un peu, cette présentation, un peu en raisonnant, heu, un peu par «l'absurde» entre guillemets, enfin en allant vers ce qui n'est pas forcément low-tech. Donc là, on va montrer un exemple de conception un peu développement durable, enfin vous montrer, plutôt évoquer quelque chose qui pourrait exister. Donc par exemple, une tour qui aurait été livrée en 2015, qui ferait 180 mètres de haut à La Défense. Une tour, donc il y en a beaucoup aujourd'hui, hein, qui sont livrées, qui sont neuves, qui sont construites à La Défense. Elles ont plein d'atouts environnementaux, leur enveloppe est optimisée, donc on pourrait imaginer par exemple une tour où les masques solaires auraient été calculés pour que les façades vitrées non masquées aient un facteur solaire plus faible et puis au contraire les façades masquées, elles aient un facteur solaire maximum pour avoir plein d'éclairage naturel. Des systèmes techniques très performants, donc voilà, de la clim, du chauffage, beaucoup de ventilation, bah, des ascenseurs aussi super performants. Un jardin en toiture, donc vraiment, on a même un peu de biodiversité, enfin voilà, c'est quelque chose, on a de la végétation, enfin c'est vraiment quelque chose de bien. Des transports en commun pas loin puisqu'on a la Défense et puis une tour, elle serait bien sûr certifiée HQE, BREEAM, peut-être aussi maintenant LEED, WireScore, BBC, enfin voilà. Mais en fait, le problème d'un endroit comme ça, c'est que si on a des ruptures, d'approvisionnement énergétique, bah, en fait, on peut plus habiter dans cette tour. C'est, un bâtiment qui est inutilisable. Parce que déjà, quand vous arrivez le matin, les portes ne s'ouvrent plus automatiquement. Donc ça, c'est un premier obstacle. Et puis après, pour monter au 20e étage, bah, ça vous prend, la moitié de votre matinée. Donc du coup, voilà, quand il y a plus d'énergie, on ne peut pas habiter dans des tours, comme ça. Une fois qu'en plus on est arrivé au 20e étage, on est essoufflé et la ventilation ne fonctionne pas. Donc du coup voilà, ça c'est un problème et c'est vrai que du coup le problème du high-tech, c'est que, eh bien, quand on n'a plus d'énergie, on ne peut plus habiter dans ces endroits. Alors, on veut pas opposer non plus, les choses. On se dit pas: «Ça y est, c'est notre nouveau paradigme, on va tous faire que du low-tech, de la low-tech», parce que c'est vraiment, ça qu'il faut. Non, la high-tech, c'est très important, aussi, des fois on optimise très bien le bâtiment, on est, très passif, on est très, frugal, on est voilà, mais à la fin, peut-être que c'est utile d'avoir un élément, high-tech qui va permettre de réguler, d'avoir le juste besoin. Donc on veut vraiment pas opposer, ces choses-là. C'est vraiment une démarche avant tout et on va essayer de faire en fait lower tech, c'est-à-dire de regarder un processus et d'essayer de l'optimiser pour être, moins high tech et voilà donc c'est pour nous, c'est plutôt une philosophie, une démarche, voir ce qui pourrait, être mieux fait pour qu'à la fin le bâtiment soit, plus simple, plus utile, plus durable, plus facile à exploiter pour tout le monde. Voilà donc vas-y, vas-y. Donc ça commence par on passe là-dessus. Donc cette démarche justement, elle commence par regarder le contexte, ce qui est déjà là et si on va vers du low-tech, on ne peut pas,
parachuter des constructions industrielles complètement, toutes faites, puisqu'on va s'appuyer sur ce contexte. Donc, un bon diagnostic, c'est très important. Un diagnostic du bâtiment existant, un diagnostic du site, du territoire, de tout ce qui est disponible. Et on avait fait ce projet profil pour la rénovation. Donc, rénover, pour nous, c'était déjà une démarche low-tech. Et là, on illustre avec une opération de Anna Schaffer du collectif Encore, qui est dans le Béarn, cette opération. Donc, une ferme où vous voyez, alors on ne va pas détailler parce que vraiment, on pourrait faire un ICEP Café sur ce projet qui est très beau, comme sur tous les projets d'ailleurs qu'on a eu la chance d'illustrer dans le programme profil. On vous laissera aller voir la fiche opération, mais l'idée, c'est de dire on part de ce qui est déjà là. Et si on a un trou, ben, peut-être c'est utile de mettre une verrière plutôt que de reconstruire. Enfin, qu'est-ce qui est déjà là et qu'est-ce qui peut être utilisé. C'est vrai quand on a un bâtiment existant, mais aussi quand on a un territoire, un site, sans le bâtiment. Les futurs usagers, donc c'est important de s'adresser aux usagers, de prendre en compte les usagers. On a envie de dire, même comme si c'était une solution au même titre que isoler le bâtiment ou mettre une centrale double flux ou mettre des panneaux solaires. Enfin voilà, toutes les solutions qu'on peut mettre d'habitude. Par exemple, sur un diagnostic énergétique, on va mettre des solutions, on va tester ces solutions. Bah, en fait, on invite vraiment à ce que les usagers, la mission d'intégration des usagers et puis de les prendre en compte, ça soit considéré comme une ligne aussi presque de la DPGF. Vraiment que ça soit pas juste ah oui, c'est vrai, il faut faire cette mission en plus. Non, vraiment s'adresser aux usagers, c'est hyper important parce que de toute façon, c'est eux qui vont un peu conditionner à la fin aussi les performances du bâtiment. Donc réfléchir aussi à l'intensité d'usage du bâtiment. Évidemment, quand on raisonne en kilowattheures par mètre carré, c'est bien de réduire les kilowattheures, mais c'est bien de réduire, enfin, si on peut réduire les mètres carrés ou en tout cas intensifier l'usage et du coup, ne pas construire un autre bâtiment parce qu'on a réussi à trouver un petit créneau dans un autre bâtiment existant, bah c'est un raisonnement low-tech dans le sens où vraiment on est sur quelque chose qui est utile, qui est simple et qui est durable aussi. Réfléchir par strates, donc utiliser la parcelle comme les strates d'un oignon pour créer un microclimat et puiser des ressources. Donc là, c'est vraiment une question de regarder d'abord le territoire, le site, la végétation, l'enveloppe. Et d'ailleurs, on va arriver à l'enveloppe. Donc, mais avant, on parle du paysage, donc prendre le temps, comprendre l'existant. S'imprégner du site, du paysage, plutôt que d'aller planter un très gros arbre déjà élevé. Bah, ce qui peut être intéressant, c'est pour raisonner lower tech, c'est de planter petit et de laisser faire le temps pour pousser progressivement. Quand c'est possible sur le chantier, ça peut être bien quand c'est possible, c'est pas toujours possible, mais de planter déjà au début du chantier, comme ça quand on livre, eh ben, les arbres, s'ils n'ont pas été malmenés, ils sont plus grands que s'ils avaient été plantés avant. Et pour l'enveloppe thermique, on voulait parler, ça c'est aussi une fiche d'opération qui a été réalisée. C'est un projet de Karavitz, donc notamment Milena Karanecheva, qui est membre de l'ICEB. C'est un projet qui se définit pas comme low-tech, puisqu'il se définit avant tout comme passif, puisque son maître d'ouvrage, il est membre de la Maison Passive, et il est très, très militant. Ce qu'on trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'il est tellement bien isolé et il a une ventilation double flux, qu'il n'a pas besoin en fait de mettre un chauffage actif. Donc ce qu'on trouvait intéressant, c'était de dire avant tout, c'est l'enveloppe. En fait, le low-tech, ça va être avant tout ce qu'on peut récupérer gratuitement, passivement, donc les apports solaires. Éviter de perdre de la chaleur, c'est low-tech plutôt que de devoir compenser avec une énergie. Serait-elle super low-tech? Donc ça, c'est bon, voilà, ce projet, il fait l'objet d'une documentation très poussée par ses utilisateurs sur internet, et on voit que l'été, en fait, on n'a pas trop chaud, aussi grâce au fait que c'est très bien isolé. Voilà. Ensuite, là, j'ai encore plein de slides et je pense que je dépasse beaucoup, mais Mais c'est pas grave. rénover low tech et aussi la low cost, même si c'est pas associé forcément, bah, c'est si on peut pas changer les fenêtres, c'est de mettre en place une double fenêtre ou même une fenêtre de réemploi. Peut-être même de mettre un film solaire si on n'est pas en mesure d'aller changer la fenêtre. Bon, ça, c'est dans une rénovation globale, on ne va pas forcément le conseiller, mais en tout cas, ça peut être plus low-tech que de devoir. Parfois, ça peut être low-tech et c'est intéressant de pouvoir penser à ce genre de choses si on n'a pas d'autres possibilités ou de matériaux disponibles localement.
Alors, on voulait parler aussi de l'importance de la température opérative parce qu'en termes de confort thermique d'hiver, on parle toujours de la température de notre thermomètre et la plupart du temps, un thermomètre, sauf si c'est un thermomètre boule noire, eh bien, le thermomètre, il mesure la température de l'air et en fait, notre corps, il ressent la moyenne entre la température de l'air et la température des parois. Et du coup, ça, c'est hyper important parce qu'il y a des bâtiments où, les bâtiments, moi, les bâtiments dont je m'occupe, on ne peut pas isoler par l'extérieur et même des fois, on peut même pas isoler par l'intérieur parce qu'il y a des murs, très, très belles et donc du coup, c'est très important de réfléchir sur, la correction thermique. Et ça peut vouloir dire, simplement au sol, si c'est possible d'avoir, un plancher plutôt que du carrelage, au mur de mettre des tapisseries parce qu'en fait, l'effusivité, du tissu, elle est plus faible que la pierre ou que, même, d'autres matériaux et donc l'effusivité, c'est ce qui, caractérise la capacité d'un matériau à transmettre, sa température. Le bois, ça a une effusivité basse et la pierre, ça a une effusivité haute. Donc du coup, si vous ne pouvez pas isoler, si c'est pas possible, et c'est très important de travailler sur les matériaux de revêtement. Donc ça, c'est un exemple d'un château sur lequel je ne travaille pas. Mais on voit que dans les châteaux, voilà, il y a on a des tapis, on a des tentures, voilà, des tapisseries et ça et puis des fauteuils, mais vraiment très, très rembourrés et ça permet voilà, de jouer sur, la température, opérative et donc le confort in fine. Les volets intérieurs, bien sûr, c'est un grand classique et puis ça, c'est une petite, tomographie infrarouge où on voit que bon, on voit pas trop la photo originale, mais on peut imaginer que ce sont des fauteuils bien rembourrés. Eh bien, ces fauteuils, ils ont une température, de surface plus élevée que, les murs en chanvre qu'on voit au-dessus et encore plus élevée que la porte-fenêtre dont on voit qu'elle a une mauvaise étanchéité à l'air. Voilà. L'enveloppe solaire, on passe du coup de l'enveloppe thermique à l'enveloppe solaire, donc on passe du confort d'hiver au confort d'été. Soigner la conception des surfaces vitrées, voilà, une fenêtre, verticale, ce sera plus facile à nettoyer, que, des verrières ou des choses, un peu inaccessibles, donc c'est intéressant d'y penser. Aussi évidemment, limiter, les surfaces vitrées au juste nécessaire. Bon ça on le rappelle parce que ça peut être considéré comme low-tech. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on dit, qui sont des choses où vous vous dites: «Mais on le fait déjà» et c'est très bien, il faut continuer. Mais du coup, voilà, ça nous semble important aussi pour illustrer la démarche. Donc ça, à droite, c'est le local qui est le siège d'Enertech, qui a été construit, il y a peut-être 3 ans maintenant, dans la Drôme, et par le cabinet Traversier et puis par, Enertech surtout qui a beaucoup, qui a travaillé sur la conception forcément de manière très centrale. Hem L'enveloppe solaire, des protections solaires fixes ou mobiles, donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser en fonction de l'usager. Parce qu'on se rend compte que dans un bâtiment public, les protections mobiles, elles ne sont pas forcément appropriées par les personnes. Donc c'est vraiment une question à se poser et je pense que c'est important, comme on le disait, de vraiment poser la question aux usagers de la façon dont ils ont prévu d'exploiter leur bâtiment, parce que, des fois des protections solaires fixes, même si elles sont pas super efficaces, elles sont plus low-tech et parce qu'elles seront toujours là, en fait. Et important aussi de protéger les vitrages, mais peut-être aussi de plus en plus et en particulier au sud de la France, mais puis ça va remonter, de protéger la façade comme, dans les DOM-TOM, notamment à La Réunion, vous savez, il y a le référentiel pérenne qui a un facteur solaire sur les vitrages, mais aussi sur les parois opaques. Du coup, peut-être c'est intéressant pour nous de commencer aussi à réfléchir à ça. Donc, pour illustrer les protections solaires, mobiles, on a voulu montrer, cette très belle photo de logement collectif, à Pantin. Donc c'est encore une opération qui est illustrée dans les fiches, opérations de profil, avec, Sabine Mounier et Jocelyne Pion, qui sont architectes et Jocelyne Pion est aussi plasticienne, celle qui a réalisé très belle protection solaire qui renvoie le jardin. Et puis, on voulait aussi, donc c'est extrait de Rester cool, donc voilà, il faut bien sûr se protéger du soleil, c'est vraiment la 1re chose pour le confort d'été, évidemment. Choisir les couleurs de parois, donc peindre le toit en blanc, ça c'est un grand classique depuis l'été 2022, donc voilà. Et puis l'enveloppe solaire, végétalisée, donc privilégier les grimpantes, pour les murs et pour faire des protections solaires. Bien sûr, il faut pas faire n'importe quoi, mais voilà, privilégier les plantes grimpantes plutôt que d'avoir, effectivement des pots en godet où on sait qu'il faut les changer tous les 6 mois et que ça dure pas beaucoup.
Eh bien, nous passons au projet. Voilà, Emmanuel, c'est à toi. Donc, je vous parle là de l'école au sein du lycée français à Lisbonne. Et je vais reprendre un peu ce que Héloïse vient de dire, donc sur, par exemple, le contexte. Donc, c'est la photo qu'on voit à droite et on voit que c'est un contexte extrêmement minéral. La question de la concertation, on a travaillé sur ce projet en immersion, en allant sur place et notamment en mettant l'atelier d'architectes au lycée, en rencontrant les classes. Donc là, on voit la paysagiste en train de parler, en train d'expliquer des choses et en train de recueillir les avis des enfants dans les classes et aussi les enseignants. On a regardé aussi l'existant. Donc, ce qu'on voit sur la gauche, c'est une partie du bâtiment des années 50 donc du lycée français, avec une conception des coursives, avec des étagères à lumière qui font rentrer la lumière dans les circulations, dans les grands préaux. La relation à l'extérieur avec la végétation devant, qui parfois n'a pas perduré. Une autre chose qu'on a vue à Lisbonne, c'est sur la photo en haut à droite, ce sont des grimpantes qui là recouvrent une structure métallique qui crée de l'ombrage avec tous ces petits bancs autour. Et puis, on a aussi regardé les matériaux locaux, notamment le liège. Donc, on voit les écorces de liège. Ensuite, on a travaillé sur le plan masse d'une manière en dézoomant, disons. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on était dans un quartier très minéral et que finalement, le lycée lui-même, c'était déjà une oasis avec pas mal d'arbres. Et que donc le projet qu'on a imaginé, je ne sais pas si on peut montrer et pointer, mais l'existant, c'était ce bâtiment en L, ce petit bâtiment avec une rotonde jusque-là, et puis le bâtiment sur la droite en forme de virgule. Et donc, les extensions que l'on a imaginées sont un prolongement ici de ce bâtiment existant et ici qui font une sorte d'autre aile en face de celui qui existait. Et le principe, ça a été, qui a guidé le plan masse pour une démarche low-tech, c'était de garder les arbres existants, les grands arbres existants, et de s'orienter le plus possible vers les salles de classe, vers le nord ou le nord-ouest, avec en plantant des arbres autour de ces salles. Et une des choses aussi sur lesquelles on a travaillé, c'est le dénivelé, parce qu'on avait une cour haute, qui était la cour des maternelles ici, devant ce bâtiment existant, et une cour basse qui était la cour des élémentaires, dans laquelle d'ailleurs à l'époque il y avait des bungalows puisqu'ils avaient construit des classes provisoires. Et cette cour des élémentaires est en partie basse, alors que la cour des maternelles était en partie haute. Et en fait, fallait construire dans une parcelle qu'on ne pouvait pas augmenter, dont la surface ne pouvait pas augmenter. Déjà, les cours de récréation étaient assez petites. Et finalement, on a construit, on a d'une part réhabilité et restructuré l'existant, notamment cette partie-là qui était plein ouest et qui souffrait beaucoup de surchauffe, et qui est cette partie-là, vous voyez, c'est deux niveaux, les deux niveaux inférieurs d'une grande barre de bureaux. Et une des choses donc qu'on a proposé pour cette partie-là, c'est de changer complètement la façade. Donc, on a enlevé complètement la façade, on n'a gardé que les poteaux
et on a refait une façade bioclimatique pour apporter du confort d'été. Et par rapport aux cours de récréation, en fait, on avait un talus et on a travaillé sur la superposition des cours des préaux qui sont là pour augmenter la taille des cours de récréation de part et d'autre. Alors, on a travaillé comme on travaillait avec les enseignants et les enfants, on a beaucoup travaillé en maquette. Et puis là, on voit une coupe aussi, donc de l'existant qui a les bureaux au-dessus, où on a fait une façade isolante et ensuite installé des brises soleil orientables devant cette façade-là, et aussi planter des arbres pour travailler sur cette surchauffe d'été. Alors, pour ce qui est de l'enveloppe thermique, pour des raisons d'économie, on a été obligé de supprimer les vitrages qui abritaient, enfin qui fermaient les coursives, les circulations qui donnaient dans les classes. Et on avait déjà dans l'esquisse, on avait travaillé sur l'enveloppe thermique en mettant l'enveloppe plutôt entre la circulation et la classe, plutôt qu'entre la circulation et l'extérieur. Et cette enveloppe, on l'a même pas changée, mais quand on a dû enlever ces baies de la coursive, et bien finalement, ça fonctionnait très bien d'avoir cette enveloppe entre la circulation et les classes. Notre argument, c'était de dire que quand les enfants arrivent, ils ont un manteau et ils bougent, donc ils n'ont pas besoin du même confort qu'à l'intérieur de la salle de classe. Et puis, on a utilisé pour cette isolation du liège, donc un matériau local. Voilà. Et puis, donc voilà le résultat. Alors, pour des raisons d'économie aussi, ils nous ont fait enlever toutes les nouvelles plantations, mais je ne désespère pas maintenant de retourner au lycée pour leur donner envie de faire des cours oasis, de planter dans ces espaces qui sont restés en pleine terre et qui n'ont pas été recouverts parce que la législation là-bas imposait une certaine surface perméable et que maintenant, en fait, j'essaye d'argumenter que c'est une page blanche et que c'est maintenant aux équipes peut-être de faire vivre ces jardins. Et donc là, sur la photo de droite, on voit ces grands brises-soleil orientables pour le bâtiment dont la façade est à l'ouest, qui est ici à gauche sur cette photo-là. Voilà les préaux, voilà le préau maternel qui surplombe la cour de récré élémentaire et sous laquelle il y a aussi le préau des élémentaires. Et voilà donc les coursives terminées avec les brises soleil des coursives puisqu'elles sont plein sud. Ici, on voit les brises soleil orientables de la façade ouest, les systèmes de ventilation avec un ouvrant bas qui permet de faire un courant d'air et un ouvrant haut qui permet de renouveler l'air quand on ne veut pas, au contraire, qu'il y ait un courant d'air qui serait désagréable l'hiver. Et puis sur la photo de droite, vous voyez la manivelle qui est une manivelle complètement manuelle, à hauteur d'enfant et avec comment on appelle ça, voilà, un système de démultiplication tel qu'un enfant, même de maternelle, peut faire tourner la manivelle pour orienter les brises soleil. Et voilà. On passe maintenant à construire, et du coup, je laisse la parole à Emmanuel. Alors, construire, c'est d'abord la question des fondations, bien sûr. Donc, si on veut faire un bâtiment low-tech, quel genre de fondation on va pouvoir imaginer? Je crois qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question
de fondation légère, de réutiliser des pierres de fondation, de faire des pieux vissés, enfin des choses qui demandent moins de machines aussi pour le chantier. Les matériaux, là encore, peut-être que j'ai pas tellement dit, mais le fait d'être low-tech, c'est utiliser moins de produits industrialisés et laisser le gros œuvre être aussi la matière finie. Et ça répond aussi aux questions de confort, notamment de masse thermique. Et c'est ce qu'on voit là sur cette photo où les panneaux acoustiques sont détachés du plafond, sont suspendus, mais laissent passer l'air et laissent passer l'œil aussi. Et que finalement, le bâti lui-même est le gros œuvre. Enfin, le gros œuvre est le bâtiment fini. Il y a aussi l'utilisation de bâtiments biosourcés. Après, le biosourcé peut aussi être high-tech. Moi, je ne l'ai pas montré, mais on a fait des projets avec des charpentes denses qui sont construites avec du bois local, mais sans passer par la case industrielle, parce que ce sont des petites sections. Voilà, donc ce sont des questions qu'on se pose aussi. Alors après, il y a la question des matériaux, des règles de sécurité. Et du coup, là, donc on parle aussi du bois de réemploi. On a voulu illustrer cette partie matériaux avec une opération de l'agence Fer. Donc, c'est un pavillon qui a été construit au Blanc-Ménil. J'ai vu que Baptiste François était connecté à intervenir tout à l'heure. Donc, l'entreprise qui a réalisé ce pavillon, c'est un charpentier qui s'appelle le Charpentier volant qui fait tout à vélo. Voilà. Et donc, c'est très intéressant parce que le transport low-tech, ça permet aussi de réfléchir autrement. Il va falloir qu'il ait ses outils transportables. Il y a aussi des jardiniers d'ailleurs qui font ça, qui font l'entretien en étant que à vélo, et ça les oblige par exemple à réutiliser tous ce qu'on appelait les déchets ou tous les produits voilà, sur place, puisqu'ils ne peuvent pas le retransporter. C'est vrai que si on fait on peut faire une digression sur enfin, ça sera pour l'exploitation, on pourra en parler peut-être plus tard effectivement de ça. Donc, les matériaux biosourcés, la paille. Donc, effectivement, la paille, c'est assez low-tech. Enfin, en termes d'isolant, on a, en tout cas, on peut raisonner en lower tech. Donc, il y a, on va dire, l'isolant de base, l'isolant un peu industriel, non biosourcé. Ce qui est un peu plus low-tech, on va dire que ça sera peut-être plutôt un isolant biosourcé, toujours industriel, comme on peut avoir après. Je crois qu'on parle de Métis, voilà, je sais pas, de Steico, d'isolants qui vont être industriels. Et puis la botte de paille, voilà, c'est un matériau qui est pour le coup utilisable, pas forcément tel quel, mais en tout cas qui est moins transformé. Donc quand on raisonne en lower tech, on peut arriver en matériaux biosourcés, on peut arriver à la paille. Donc pour illustrer, on a mis cette opération d'isolation d'un pignon en paille, maître d'ouvrage Paris Habitat, et puis les maîtres d'œuvre très vivants, Land Fabrique, et les entreprises, dont il y a eu un chantier participatif sur cette opération aussi. Et du coup, c'est très intéressant pour continuer. Donc, le béton. Le béton de chanvre, les fibres végétales sont aussi… alors, d'autant plus quand on utilise les matériaux tout à fait locaux. Donc, le chanvre, il y en a beaucoup en Île-de-France. Voilà, il y a… Après, on a aussi, lors du podcast sur le low-tech, interviewé une entreprise qui s'appelle Acta BVP, avec le béton végétal projeté. Et le modèle économique de cette entreprise, c'est qu'il y a un savoir-faire et des machines qui ont été mises au point par eux,
qui peuvent être envoyés à dans n'importe quelle région de France et même d'ailleurs dans le monde entier, avec le savoir-faire lui-même, mais qui utilisent les ressources locales, que ce soit les ressources de terre ou que ce soit les ressources végétales. La terre crue, donc voilà, l'enduit terre crue permet de réguler l'hygrothermie. En ce moment, il y a des travaux, que ce soit sur le béton de chanvre ou sur la terre crue aussi, qui visent à caractériser un peu mieux le comportement de ces matériaux, puisqu'on sait que c'est des matériaux qui sont en mesure de capter l'humidité, mais aussi de la restituer en été. Et ça, on dit entre guillemets que ça fait du rafraîchissement gratuit, mais aujourd'hui, c'est difficile de le quantifier. C'est un peu un matériau à changement de phase, mais très, très low-tech, puisque du coup, c'est juste des matériaux naturels. Et ça, donc, c'est très intéressant pour le confort hygrothermique. Donc, à droite, on a illustré avec une opération de rénovation d'un bâtiment patrimonial qui s'appelle Pierre Verte, qui est à Auch, par les architectes Héroldi, et puis surtout, c'est le siège d'Adinda, et on les a mis dans nos fiches opérations aussi. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, la réglementation, il y en a pour les matériaux biosourcés. Voilà, il n'y a pas encore, pour tous ces types de matériaux, il n'y a pas encore des avis techniques des TU pour tout, mais en tout cas, à chaque fois, il y a des règles professionnelles et des guides de bonnes pratiques. Et du coup, beh, voilà, c'est en constante évolution. Et le réemploi. Donc le réemploi, c'est à la fois, donc comme disait Héloïse tout à l'heure, le fait de réhabiliter, c'est déjà du réemploi finalement du bâtiment, tout entier. Ensuite, on a nous-mêmes expérimenté certains chantiers, où on pouvait réemployer, des éléments, juste à proximité comme, là, c'est l'idée d'avoir un mur carrière. Nous, on a fait ça, dans une opération à Châlons-en-Champagne. La façade de la bâtisse a été réparée grâce à un mur qui était destiné à être démoli, donc dont on pouvait extraire des pierres directement pour, réparer, cette façade. Voilà, il y a des tas de d'ailleurs, on le voit quand on réhabilite, on voit souvent, des éléments qui ont des traces d'une utilisation précédente, d'assemblage, pour ce qui est du bois. Donc évidemment, chaque fois qu'on peut, et je pense qu'on a changé quand même de paradigme ces dernières années, parce que moi je me souviens que, dans certains projets, on nous demandait de changer tous les radiateurs, de changer la charpente alors que c'était une charpente chêne, ou de la traiter. Maintenant, enfin, on essayait de résister évidemment à ces demandes, mais maintenant c'est beaucoup moins, vrai. Et dans le podcast, vous entendrez, si vous l'écoutez, l'entreprise Génère qui, justement parle de ça, heu, comment on peut réemployer, y compris in situ. On peut citer aussi les Éco-opérateurs, qui est une entreprise, de réemploi, dans les lots techniques, donc font un travail très intéressant, les Éco-opérateurs. Et donc ça va être la parole à l'atelier Géminées. Je vous laisse la main, je cesse mon partage. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est le dernier. Ouais. Alors peut-être pour recontextualiser, nous on va vous parler d'une démarche qu'on a entamée sur les matériaux biosourcés et géosourcés avec l'atelier Giminé. Donc c'est une démarche qui est documentaire. On a fait un premier documentaire sur la construction en terre crue et le patrimoine marocain. Et cette fois-ci, on est parti dans un deuxième temps sur la question de la construction en pierre sèche, et en particulier dans le parc naturel du Luberon. Donc vous voyez là, dans le sud est de la France. Et c'est un travail qu'on a porté en partenariat avec l'architecte Mathieu Bordreuil et Marine Desideri, qui se sont installés au cœur du parc naturel et qui nous ont accompagnés au long du processus. Du coup, en fait, ce documentaire, ce documentaire, c'est aussi la possibilité pour nous de donner la parole un peu à plein d'acteurs différents qui ont des visions assez complémentaires sur ces questions de construction en pierre sèche. Et nous, on va vous parler d'un projet donc, qui a été à la fin de notre parcours. Donc, en fait, on a entamé nos recherches dans le parc naturel du Luberon, mais on a très rapidement élargi un peu
notre horizon sur différents projets, dont un qui était porté dans la Drôme avec Timur Ersen de l'atelier Cara et William Morandi qui sont tous les deux installés dans un village, enfin dans une ville, pardon, à Cré. Donc en fait, on s'est rencontrés et pile au bon moment, c'est-à-dire que c'était au moment où les murailleurs s'étaient retrouvés pour construire un mur dans le cadre d'un projet de chai viticole, donc porté par une maîtrise d'ouvrage qui s'appelle Sylvain Thévenet, qui est un viticulteur dans, dans la commune de Saillant. Et donc Atelier Cara était lui entrepreneur pour la construction, on va dire, et William Morandi était avec l'atelier Rodry dessiner le projet. Et en gros, tout l'enjeu de ce projet, c'était de développer un mur de soutènement qui était à la fois soutènement pour les sols au-dessus et aussi soutènement d'une charpente qui portait une toiture, la toiture du chai. Peut-être à noter, c'est important parce que ces moments de documentaire, c'est pour nous aussi le moment de rencontrer plein d'acteurs différents et de faire des liens entre des artisans, des architectes et des maîtrises d'ouvrage. Et donc là, on avait deux personnages clés, enfin deux entités clés. Le premier, c'était Laurent Bockel, qui est ABPS, je vous en parlerai tout de suite. Donc c'est un artisan bâtisseur de pierres sèches, qualifié, et un bureau d'études spécialisé dans le dessin des matériaux naturels, en particulier des systèmes de pierres sèches et de pierres massives, qui s'appelle Stono, qui est vraiment extrêmement compétent dans le domaine du calcul des structures un peu, on va dire, non, non linéaires. Il me semble que c'est le terme. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est juste tout d'abord la question de la solidarité sur le chantier. Nous, on a trouvé que c'était assez intéressant d'en parler parce qu'en fait, donc les APPS, en fait, c'est une école qui est située dans les Cévennes qui forme des artisans muraillers, qui sont des compagnons bâtisseurs. Et en fait, donc les chantiers, ils ont un périmètre d'action qui est assez élargi. Et donc, un chantier est pris par un artisan, mais il va s'entourer ponctuellement d'autres collègues, d'autres amis, parce qu'en fait, cette formation, elle est encore assez limitée. Donc, il y a peu de gens qui ont cette compétence pour le moment. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, on se retrouve avec des temps de chantier qui sont partagés avec des gens qui viennent d'assez loin. Là, en l'occurrence, ici, à Saillant, il y avait un gîte qui était loué pendant 2 mois. Donc, il y avait tout un aller-retour d'artisans qui venaient d'une semaine à 2 semaines jusqu'à tout le temps du chantier, quoi. Donc, ça fait toujours par réseau, ouais. Donc, c'est vraiment un fonctionnement par réseau. C'est intéressant. Donc là, vous voyez, c'est une vue, en fait, du chantier. On voit au fond à gauche le mur donc c'est un mur quand même de soutènement en pierre sèche de 4,50 m, donc c'est quand même quelque chose qui est assez imposant, qui va porter une charpente. Donc il y a tout un enjeu structurel qui était un peu assez innovant par rapport au chantier de pierre sèche qu'on trouve sur des aménagements routiers ou des espaces, on va dire, paysagers. Et donc là, ce qu'on voit, moi, ce que je voulais montrer à travers cette image, c'est que en fait, tout le chantier se fait à pied d'œuvre. Donc on a les pierres de carrière qui arrivent et on dégrossit en fait au fur et à mesure. Donc là, on a un engin de chantier qui est apparu assez récemment dans l'histoire de la construction en pierre sèche, mais avant, tout se faisait à la main. Donc là, on voit la ligne au cordeau où on monte le mur, on voit qu'il y a un fruit, le mur est un peu incliné, et il s'adosse, on va dire, à la pente. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a tout un parement extérieur, et on a une profondeur qui peut aller jusqu'à plus d'un mètre, 1,50 m, avec un appareillage de pierres, des pierres qui ont différentes utilités. Donc, il y a des peignes, des boutisses, il y a des techniques différentes qui font que les pierres s'accrochent entre elles et sont chaînées, en fait. Et on voit là, en haut à gauche, on voit la race du mur qui, elle, est finie, on va dire, et harpée. Peut-être pour rebondir sur les sujets précédemment évoqués sur la question du low-tech, là, on est sur des chantiers qui sont extrêmement manuels. On va dire qu'il y a une main-d'œuvre qui est très importante et on a très peu d'efforts mécaniques. On va dire que c'est beaucoup la main de l'homme. Là, ce qu'on voit, c'est un artisan murailler qui taille une des joues de la pierre avec la chasse et le tétu, qui sont un peu les outils de prédilection des muraillers, qui leur permettent un peu d'ajuster tous les éléments de calpinage. Donc vous voyez, en fait, c'est low-tech à plusieurs échelles, parce que la pierre sèche, ça a de nombreuses qualités. Tout d'abord, c'est que ça peut se monter à la main
On n'a pas forcément besoin d'énormes éléments de levage. On a juste un cordeau, on a un échafaudage, et puis on a tout un système. Après, c'est l'intelligence de la mise en œuvre et l'intelligence du savoir-faire des artisans qui fait qu'on appareille la pierre pour qu'elle tienne avec le minimum d'espace jointif entre les pierres. Mais il faut savoir que c'est quand même un système qui ne crée pas d'étanchéité, donc on a quand même une porosité entre l'extérieur et l'intérieur, et ça peut avoir de nombreuses qualités dans les systèmes agricoles, on va dire, où on a des porosités qui sont des espaces de biodiversité pour toute la faune. Donc ça a un intérêt qui est considérable. Et ça laisse passer l'eau ouais, dans les murs de soubassement. Euh, donc ça a même plus de rigidité, enfin pas de rigidité, mais ça a plus de pérennité qu'un mur en béton, soubassement, parce que la déformation en fait du mur va suivre en fait la déformation de la pente, et donc on a des meilleures tenues dans le temps. Je rajoute peut-être Ouais. juste que c'est low-tech parce que c'est montable à la main, mais aussi parce que c'est démontable à la main. Et ça, c'est hyper important. Ouais. Je pense que dire que les éléments durables, c'est peut-être pas ceux qui se construisent facilement, mais c'est aussi ceux qui se déconstruisent facilement. Ouais. Et la question du réemploi, elle est assez prégnante, enfin, assez présente dans la construction en terre sèche. Nous, on l'a vu, donc il y a différentes ressources, hein. Soit c'est des carrières qui font. Donc là, ce que vous voyez, c'est de la pierre d'Ésaü, c'est de la pierre de la Drôme, donc une carrière qui est située à 15 km. Mais on peut avoir en particulier, donc là, on est sur une situation de construction neuve, mais dans des situations de monuments historiques ou de reconstruction de petits patrimoines, on peut puiser de la pierre dans d'autres sources qui sont soit des murs qui se sont éboulés et qu'on reconstruit en intégrant un peu de pierre nouvelle, mais en reprenant en grande partie des éléments de pierre existantes. Et en fait, on arrive à mettre en œuvre des chantiers avec très peu on va dire, d'énergie carbonée. Donc voilà. Je crois qu'on a fini. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est d'accepter que le chantier prenne le temps qu'il va prendre et que le chantier, c'est aussi un moment de la vie, de relations, peut-être d'événements pour ceux qui habitent autour de ce chantier qui avance. Et en fait, c'est accepter une lenteur, enfin, pas vouloir être livré. C'est très frappant à quel point, quand un projet passe en mode chantier, faut que ça aille le plus vite possible, mais le faut-il vraiment, quoi? Oui, oui. Bah là, peut-être enfin, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir autant de gens à l'œuvre. Enfin, c'est vraiment de voir des artisans qualifiés qui travaillent, qui ont un périmètre assez éloigné et qui viennent. Il y a une entente et puis il y a surtout, enfin, comment dire, il y a une mise en œuvre qui est assez impressionnante, quoi. Nous, on est arrivé sur le chantier, il y avait 10 murailliers qui tapaient sur des pierres. On a l'impression de revenir à l'origine des bâtiments. Moi, ça m'a fait penser au chantier à pied d'œuvre des cathédrales, où vraiment on a des artisans qui ont une capacité de tailler, et ça va quand même assez vite hein, par rapport à là, vous voyez. Ouais, il n'y a pas tant de séchage aussi. Non, oui, il n'y a pas de temps de séchage. Là, il y avait un mur de quoi, une vingtaine de mètres, qui était monté en 2 mois, à plus de 4 mètres 50 de haut. C'était quand même une prouesse, quoi. Mais, mais en effet, oui, après, des chantiers qui sont à haute qualité humaine, on va dire, parce qu'il y a l'humain a une part très importante, et même quand vous parlez avec des murailliers, ils ont tous une histoire de vie qui est assez intrigante, quoi, en fait. C'est un choix, enfin, nous, comme on l'a vécu, de rencontrer ces personnes et de discuter avec elles, on s'est rendu compte que c'était quand même des gens qui avaient eu plusieurs carrières professionnelles avant et qui étaient arrivés à la taille de pierre par des trajectoires très particulières. Donc ça crée des situations de chantier qui sont cocasses et avec beaucoup d'humanité, quoi. On va peut-être passer Eh ben, à… merci beaucoup en tout cas, et on attend du coup le film après De terre et d'eau, Ouais, le film sur la pierre. avec Euh, grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, je peux reprendre la main, mais c'est juste pour dire que en fait Je maintenant, commence.
on a la chance d'accueillir un nouveau, voilà, For All Studio, donc Nicolas Buisson et Hugo Crespi, nouvellement membres de l'ICEB, qui vont nous présenter aussi un chantier. Voilà, Merci. on vous laisse la main, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de l'invitation. Vous nous entendez? Ouais. Oui, vous nous entendez. On a fait le choix de vous présenter aujourd'hui un projet donc un peu atypique de l'agence. On va vous présenter un petit peu plus tard. Juste 2 mots sur notre structure. Donc, on est, comme beaucoup de personnes ici, je pense, spécialisées sur les questions de construction durable et de ressources locales. Comme tu disais, Eloïde, on est membre de l'ICEB, mais aussi de réseaux liés autour des matériaux biosourcés, donc FIBOIS, le RFCP, membre du groupe Savoie de la frugalité heureuse, etc. Notre nom vient du signe mathématique for all, donc pour tout type de projet, une même méthode. Et cette méthode, elle est déclinée un peu sur les 3 lettres BTP qu'on entend beaucoup et qu'on reprend aussi, bois, terre, paille, mais aussi bioclimatique, low-tech et performant. C'est dommage que low-tech commence pas par un T, on le regrette un petit peu. Et donc, on travaille beaucoup sur la question de confort d'été passif, sur la question de cheminées solaires qu'on essaie de développer à l'échelle de petits URP pour la question de rafraîchissement naturel, et aussi sur des projets un petit peu plus gros de logement comme à droite. Mais on a décidé aujourd'hui de vous parler d'un projet beaucoup plus petit, qui n'est pas de l'ordre du bâtiment, mais de l'œuvre de Landart. Alors, effectivement, c'est une œuvre qu'on a conçue lors d'une résidence au Centre international d'art et du paysage de Vassivière, avec Nina Chalot, designer. Et on souligne, on en reparlera plus tard, mais l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés lors de la conception de ce projet. On a notamment été accompagné par Dorian Vauzel sur toute la question du pisé de Mammoth Architecture. Également, sur la question du pisé, on a été épaulé par Zoé Trick d'Amaco. Et puis ensuite, un certain nombre d'acteurs qui nous ont aidés à construire dans le cadre du chantier participatif de ces totems de pisé. L'association UDA de Perral-Château, les habitants du territoire, les habitantes, les propriétaires du champ qui nous ont prêté un morceau de parcelle, et voilà, et beaucoup d'autres acteurs qu'on évoquera par la suite. Comme le dit Hugo, plus précieuses que des métaux rares, voici voilà, les ressources d'un territoire. L'idée initiale de ce projet était d'interroger la technique utilisée par Martin Rausch pour protéger le pisé des intempéries. Comme vous devez le savoir, l'un des pires ennemis du pisé, enfin, et de la terre crue en général, c'est l'eau. En général, quand on dit pour protéger la terre, avoir de bonnes bottes et un bon chapeau, pour éviter les ruissellements d'eau sur la terre crue quand elle n'est pas stabilisée et qu'elle n'a pas subi d'altération par des adjuvants. Et l'hypothèse de Martin Rausch, c'est d'alterner des lits de terre crue et des lits de terre cuite qui viennent en fait réduire la vitesse de l'eau sur la paroi de terre, et par ce fait-là, il vient réguler en fait l'érosion de la terre et la contrôler pour éviter d'avoir lui des bords de toiture ou des allèges maçonnés. Voilà un petit schéma qui explique l'incision de terre cuite dans la terre crue, et qui montre que l'érosion de la terre vient se faire au contact des carreaux de terre cuite, et comme ça ralentit à chaque rencontre de la terre cuite, ralentit en fait la vitesse de l'eau. On s'est posé la question pour ce projet de comment réduire en fait la quantité de terre cuite utilisée,
puisque la terre cuite est par nature énergivore, puisqu'elle a été cuite à haute température. Donc, comment on pourrait réfléchir à utiliser moins de matière pour tout de même voilà, travailler l'érosion, tant dans sa... contrôler en fait la manière dont la matière va vieillir, va s'éroder, va changer dans le temps. Là, il y a une question qui nous intéresse par rapport à la question un peu du low-tech, c'est comment accepter, comment anticiper en fait le vieillissement des matériaux. Aujourd'hui, les façades sont souvent recouvertes de matériaux qui sont en général peu pérennes, qui s'abîment vite. Je pense, je sais pas, tout ce qui est je sais pas, cassettes d'aluminium, des carreaux, par exemple. Ici, là, on est dans un bâtiment dans le 19e arrondissement de Paris avec une façade en carreaux de terre cuite qui sont en train de tomber. À chaque tempête, il y a des chutes. Et là, voilà, le ravalement est en train de supprimer tous les carreaux pour remettre à nouveau une nouvelle couche de carreaux qui est donc extrêmement énergivore. Et donc, comme ça, il y a un certain nombre de matériaux de façade comme ça qui vieillissent mal, qui ne sont pas entretenus. Et donc, voilà, on trouve intéressant de dire comment les matériaux, on va dire minéraux, vieillissent au contact des éléments. Voilà, donc c'est l'hypothèse de cette recherche, de cette expérimentation, c'était d'imaginer la création de 3 totems de pisé qui seraient chacun avec des quantités différentes de terre cuite, mais exposées aux mêmes conditions et de les laisser face aux éléments et de pouvoir observer petit à petit voilà, les éléments faire leur travail dans le temps en faisant des relevés réguliers sur l'érosion de ces totems. Pour cela, on a cherché en fait dans le territoire qui nous était donné par le CIAP, le Centre international d'arrêt du paysage, puisque c'est une installation de land art qui se voulait hors les murs, dans un parcours de land art avec d'autres œuvres par d'autres architectes, artistes, designers. Et donc, dans ce territoire de Saint-Amand-le-Petit, une commune de Haute-Vienne, on a cherché, via une approche, on pourrait dire un peu anti-bioclimatique, le pire site possible, c'est-à-dire le site qui serait le plus exposé aux intempéries, donc celui qui serait le plus haut, le moins bien orienté, c'est-à-dire qui se prendrait un maximum de pluie, de vent, de grêle, et donc évidemment non protégé par des masques soit bâtis, soit des forêts, des arbres, etc. Voilà, donc on a fait tout un travail de cartographie qu'on voit là à gauche un petit peu rapidement, mais qui nous a fait extraire un site qui nous paraissait répondre à un certain nombre de critères pour installer cette œuvre. Donc ce site, c'est celui-ci, au sommet d'une montagne, enfin d'une petite colline, face au vent dominant, très peu accessible, qui induisait donc des conditions de chantier qui étaient des conditions de chantier presque no-tech, quasiment pas d'électricité, pas d'eau courante, et l'accessibilité se faisait uniquement par un sentier de gerre un petit peu plus élargi. On était à côté d'un filon d'argile qu'on a aussi notamment utilisé avec d'autres granulats dans le cadre de la fabrication du pisé. Juste un tout petit zoom sur les questions de ce chantier. Vous avez ici, on a tenté un peu de cartographier les temps de parcours. Venir de Paris pour aller jusque dans le Limousin, la carte est un peu coupée, via l'usine des Réry-Montrieux qui nous a donné des déchets, en fait, des invendus pour la terre cuite pour qu'on puisse l'insérer dans nos différents éléments. Un covoiturage, on a essayé de calculer la quantité de carbone utilisée là-dedans. Venir sur le chantier, les différents acteurs qui sont venus sur le chantier sont venus en train, donc on a aussi calculé le nombre de navettes qui étaient faites. Les outils pareils, et enfin aller manger, aller aux toilettes. Donc quand on était sur un site ici, c'était une petite marche de 14 minutes jusqu'à la mairie où on avait installé une forme de base-vie, mais dans des locaux existants qui avaient été gracieusement prêtés par la ville. Donc une emprise sur site assez minime.
Très peu d'outils, alors une petite fourgonnette Kiloutou, mais donc surtout pas de pelleteuse, donc beaucoup de bras, beaucoup de mains, beaucoup de pelles et de seaux qui nous ont permis donc de prélever la terre. Le site du chantier est juste là, hein, pour faire donc les 850 mètres qui nous permettaient du coup donc, de faire le lien entre la carrière et le site. Les coffrages nous ont été prêtés par des bétonneurs, parce que il y a des choses très sympas chez les bétonneurs, c'est cette solidarité sur le coffrage, qui nous ont donc prêté donc, pour la réalisation donc, de l'ensemble. Les différentes compositions qui a été travaillées aussi avec Amaco donc, pour le pisé. Vous voyez à droite le totem témoin, donc, qui n'est que de pisé sans inclusion. Et là, en cours d'élaboration, du coup, en cours de montage, les coffrages des 2 totems avec inclusion, avec le même nombre que Martin Rohr pour le premier et avec 2 fois moins d'inclusion pour le suivant. Une seule mini toupie pour l'ensemble. Donc, alors, du coup, effectivement, low-tech, peu de machines, ça nécessitait beaucoup de personnes. Et donc beaucoup de personnes d'horizons différents. On a parlé beaucoup de langues différentes aussi, puisqu'il y avait donc des réfugiés d'un camp non loin qui sont venus prêter main forte. On a eu une entreprise de réinsertion également avec des personnes qui parlaient tout sauf le français, des personnes qui vivaient dans un squat aussi non loin, des vieux artistes du village qui sont venus faire les finitions. Donc vraiment, vraiment pas mal de monde. Donc vous voyez ici l'intégration progressive, donc des rebuts de terre cuite qui viennent alterner donc, les lits de terre crue. Donc c'est pas moi qui fais du striptease, mais c'est la chaleur qu'ils pouvaient faire. Et puis en guise de pisoir, donc non pas des pisoirs mécaniques, mais 2 étais de chantier et 2 bouts de bois qui ont permis du coup de damer donc cette terre à l'intérieur de ces coffrages sous une météo un peu particulière. C'était aussi on en parlera un tout petit peu plus tard, mais des conditions de chantier assez déplorables liées à une maîtrise d'ouvrage qui avait réussi notamment à arrêter une date pour l'inauguration avec la préfète du département et un chantier qui aurait dû avoir lieu pendant l'été, qui a été décalé en septembre à cause du Covid aussi, et des conditions de chantier qui ont été un petit peu désastreuses. Les 3 totems finis, en train d'être protégés des pluies battantes qui annonçaient la tempête Alex qui allait s'abattre malheureusement quelques heures après sur le site. Définition par des artistes locaux. Donc, vous voyez, donc 4 voitures sur le site, une mini toupie, et c'est à peu près tout. Le sentier de randonnée ici. Presque la quasi-intégralité, puisque ça s'est fait en 2 phases sur 2 semaines, mais une grosse partie donc, de l'équipe qui était présente, vous avez en tout cas toute l'intégralité des noms qui étaient au-dessus. Et donc, malheureusement, les chantiers donc, en matériaux bio et géosourcés nécessitent aussi des conditions de travail qui sont propres à ces matériaux-là et une temporalité qui est différente. Et c'est aussi quelque chose qui est à concevoir lorsqu'on prévoit sur le chantier. Et en l'occurrence, donc, travailler la terre crue au moment de pluie battante, c'est pas fou. Ce qui fait qu'en fait, les 2 totems qui auraient dû le mieux résister aux intempéries étaient encore légèrement gorgés d'eau résiduelle. Et en fait, se sont pris, donc, vous vous souvenez sans doute des pluies, des pluies torrentielles et des grêlons de la tempête Alex qui donc, se sont abattus sur l'œuvre 2 heures après leur décoffrage. Et malheureusement, ils n'ont pas résisté, alors que le totem de pisé, pour le coup, lui, écoutez, s'en sort très bien et s'en sort d'ailleurs toujours bien. Voilà, donc quelques petites images rapides du chantier et les images donc, des 2 totems, malheureusement, qui n'ont pas survécu, mais qui témoignent en tout cas de la volonté indéniable de tous les acteurs du territoire et la nôtre de réaliser cette expérience sur ce site assez incongru. Voilà. Merci. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'il y aura sans doute
en tout cas des questions. Vous pouvez poser des questions hein, aussi dans le chat sur cette expérience, parce que c'est sûr que on comprend que votre démarche, elle a été un peu expérimentale et de recherche. Et c'est vrai qu'on se disait avec Emmanuel que évidemment la low-tech, pardon, enfin, on dit comme on veut, mais nous on a dit avec Emmanuel on s'est dit qu'on disait là maintenant. Mais, c'est low-tech, mais il y a quand même beaucoup de technologie et de réflexion. Même si à la fin, on utilise le moins de technologies complexes et industrielles possibles, en tout cas, il y a de la réflexion en amont. Et low-tech, ça ne veut pas dire, on empile des châteaux de sable et on verra bien ce qui se passe, quoi. Effectivement, il y a vraiment on voit que vous avez eu une démarche très précise. Même au contraire, ce que disent les artisans, c'est qu'ils en ont assez d'être des applicateurs. Et là, on voit bien que même pendant la phase chantier, il y a tout un travail de réflexion, de mise au point, voilà, pas seulement utiliser des produits déjà tout prêts qu'il n'y a que à appliquer, quoi. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci encore. Juste une réponse, pardon. On voit sur le chat Sylvain qui demande s'il a été décoffré après. J'imagine qu'il mentionne le seul totem restant debout. Alors, en fait, au contraire, il a été décoffré plusieurs jours avant. Et les deux autres ont été décoffrés au même moment, juste avant la tempête. On vous passe l'enquête qui a eu lieu après pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces éléments de pisé s'étaient effondrés. On a été épaulé là-dessus par l'éco-centre du Périgord et Mamotte Architecture également. Et on a fait une forme d'enquête a posteriori pour comprendre ce qui avait bien pu se passer. Et effectivement, la question de l'humidité résiduelle à l'intérieur de la terre était trop gorgée en eau. Et voilà. Donc en fait, celui qui a été décoffré avant, il avait commencé à sécher. Il avait commencé à sécher, du coup, il a été en mesure d'absorber en fait les intempéries qui se sont battues par la suite, quoi. Oui, parce que le pisé, la courbe de résistance structurelle du pisé, ça s'effondre très vite à partir d'une certaine humidité relative, hein, c'est ça? C'est ça. Et du coup, bah oui, forcément. En tout cas, c'est très intéressant. C'est sûr que c'est très bien. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la démarche que vous avez faite, elle est intéressante parce qu'à l'ICEB, il y a aussi la volonté de parler de ce qui a marché et aussi de ce qui a moins marché pour qu'on en sorte tous avec plus d'expérience. Donc, merci beaucoup pour ça. On aura l'occasion de reparler peut-être de tout ça tout à l'heure et on va juste parler de la dernière partie qu'on avait proposée, mais il est déjà 19h15, donc on va aller un peu vite, mais voilà. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions et on réagit. Enfin, on souhaite pouvoir vous donner la parole aussi après, parce qu'encore une fois, on présente des opérations et on est bien conscient que dans les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'autres opérations qui mériteraient, enfin, qui ont des éléments low-tech, et c'est vraiment l'idée, c'est d'en parler tous. Je voulais juste ajouter une chose. Là, l'ICEB a été missionné à nouveau par la QC sur la question de la rénovation bas carbone, et je me dis que ça vaut le coup de venir vous interroger. J'en profite pour dire aux autres membres de l'ICEB, s'ils ont des réflexions et des démarches bas carbone sur des projets de rénovation, n'hésite pas à nous le dire, parce qu'on est en train de commencer à chercher des exemples. De rénovation bas carbone. Voilà, donc exploiter, c'est là où on va parler de tous les lots techniques, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Donc, d'abord pour parler du chauffage, donc le besoin initial auquel répond le chauffage, c'est de chauffer les corps, hein, et qu'on ait un certain confort. Et donc du coup, dans la démarche low-tech, on va chercher avant tout à chauffer au plus près des personnes. Donc là, on a mis l'exemple du poêle de masse avec canapé intégré, donc c'est issu de la BD low-tech. Évidemment, on ne peut pas mettre des poêles de masse partout. Dans les bâtiments de bureaux, c'est pas possible. Enfin bon, c'est généralement pas possible. Et puis voilà, c'est une démarche, c'est assez spécifique. On peut pas le faire en ville non plus, parce qu'il y a de la réglementation sur le chauffage au bois. Mais c'est pour donner l'exemple en tout cas, et l'idée de dire que le low-tech, qui est utile, simple et durable, il répond avant tout justement aux besoins. Donc le besoin, c'est de chauffer les corps. Donc que ce soit pour le chauffage ou pour les autres éléments, les autres besoins auxquels répond le bâtiment, c'est important de revenir à ce besoin.
Donc, toujours dans la logique lower tech, si on imagine voilà, que notre chauffage, c'est une chaudière gaz, comment on peut rendre ça plus low tech? Eh ben, on peut se dire, tiens, je peux, en étant plus lower tech, je peux essayer d'être avec une ressource renouvelable. Donc, par exemple, un poêle à bois à granulés. Bah oui, mais le granulé, c'est aussi un composé industriel. Donc, du coup, le poêle de masse, ça nous semble le système de chauffage qui peut être, dans certains cas, le plus low-tech, dans le sens où on peut utiliser des arbres têtards, donc c'est-à-dire, vous savez, ces arbres qui ont des formes de boules un peu parce qu'on récolte juste les brindilles en fagot. En tout cas, on n'est pas obligé d'abattre complètement l'arbre. Et donc, du coup, là, c'est toujours dans la logique de lower tech, comment, à partir d'un point, on peut aller de plus en plus low tech. Encore une fois, ce n'est pas un absolu à respecter, c'est juste pour illustrer la démarche. Donc voilà, biomasse durable, je viens d'en parler. À droite, on voit les arbres têtards. Au niveau de l'eau chaude sanitaire, donc ce qui nous semble important de rappeler pour tous les lots techniques, en fait, c'est que avant tout, l'important, c'est de ne pas consommer, c'est d'essayer de consommer le moins possible. Et ensuite, une fois qu'on a réduit la consommation, de voir tout ce qu'on peut récupérer et ensuite de réfléchir aux énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment le principe popularisé par l'association Négawatt, hein, bien sûr, mais qui s'applique peut s'appliquer aussi dans la logique low-tech. Donc ça, ce petit graphe, c'est un extrait du retour d'expérience qui a été fait sur 8 logements collectifs rénovés au niveau bâtiment basse consommation. C'est un document qui a été fait par Enertech pour l'Agence parisienne du climat. Et on voit qu'en fait, on perd beaucoup d'énergie à cause de la... Donc à chaque fois, c'est de l'ECS, de l'eau chaude sanitaire, collective, et en fait, la majeure partie des pertes, elle est liée aux pertes de boucle. Donc, quand l'eau chaude sanitaire boucle sans être utilisée. Donc, en fait, finalement, vous voyez, il vaut mieux, mais ça, je pense qu'on est beaucoup à le savoir, mais c'est important. Enfin, quand on voit un graphe aussi clair, ça l'illustre bien. C'est mieux de bien calorifier les réseaux plutôt que d'aller mettre une énergie renouvelable. En tout cas, c'est plus efficace avant tout de bien calorifuger et ensuite potentiellement de mettre une énergie renouvelable, mais avant tout, calorifugeons bien nos réseaux. Donc ensuite, pour l'eau chaude sanitaire, ce qui est, si on suit toujours la logique low-tech, la récupération statique, elle permet de faire de la récupération, donc du coup d'aller réutiliser une énergie qui existe déjà. Quelque chose de moins low-tech en récupération, mais qui est plus efficace en fait que la récupération statique, shower pipe, c'est la récupération thermodynamique avec une pompe à chaleur sur les eaux usées. Là, on n'est pas sur quelque chose de low-tech dans la solution, puisque c'est une pompe à chaleur, ça fonctionne avec un fluide frigorigène. Cependant, on est quand même un peu low-tech dans la philosophie, puisqu'on est plutôt sur une récupération, sur du déjà là, sur quelque chose qui existe déjà. Et puis le solaire, alors là c'est pareil, le solaire, il y a plusieurs types d'illustrations. À gauche, vous avez des panneaux hybrides qui font à la fois de l'eau chaude sanitaire et du photovoltaïque. Là, des panneaux de capteurs sous vide. Donc ça, c'est des choses assez technologiques. Et puis à droite, vous avez le capteur solaire qu'on fabrique soi-même. Du coup, voilà, le solaire thermique, là aussi, c'est possible de faire de plus en plus low-tech si on le souhaite. Et encore une fois, ce n'est pas un idéal. La ventilation, on voulait parler, alors dans notre travail pour Profil, on n'a pas voulu, et puis c'était pas le débat, trancher sur en rénovation, est-ce qu'il faut forcément faire de la ventilation mécanique ou forcément faire de la ventilation naturelle. Vraiment, évidemment, ça dépend du type de bâtiment. On va rappeler avant tout que la qualité d'air, c'est très important dans un bâtiment, c'est vraiment essentiel que les gens respirent bien. La pérennité du bâtiment, c'est aussi très important. Et en rénovation, notre ennemi numéro 1, c'est l'humidité. Donc, l'humidité, ça détruit, quand c'est mal évacué, ça détruit les parois. Donc, évidemment, si on ne peut pas se passer de ventilation mécanique, il faut le faire. Cela étant dit, il y a des bâtiments qui ont été conçus pour fonctionner en ventilation naturelle. Donc là, on a l'exemple d'un HBM. C'est des bâtiments qui ont été conçus avec des systèmes de ventilation naturelle en briques. Et du coup, aujourd'hui, passer de ces systèmes-là à des systèmes en ventilation mécanique, ça peut poser question, puisque la brique, c'est un matériau qui se détruit quand il est cassé pour faire passer des réseaux. Il ne se comporte pas très bien à la destruction, donc ça peut poser vraiment des questions. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur quand la ventilation naturelle a existé, est-ce que c'est possible de la restaurer? Et c'est très important de l'étudier
vraiment dans la logique de préserver la qualité d'air, préserver la pérennité du bâtiment. Voilà. Mais la ventilation naturelle, elle est très importante et ça, on trouve que c'est de toute façon, même si on est en ventilation mécanique double flux, enfin voilà, même si on est dans un principe passif qui est très très bien, voilà, c'est important de prévoir qu'on puisse avoir de la ventilation naturelle. Toujours pour les raisons qu'on évoquait au début, qui sont celles que s'il n'y a plus d'électricité, au moins on pourra toujours ouvrir les fenêtres, ventiler naturellement et toujours continuer à habiter dans ce bâtiment. Donc là, c'est une illustration du siège de la direction du patrimoine de l'architecture de la ville de Paris. Donc c'est un bâtiment qui est à Paris 13e et qui a été construit par Art & Build. Et donc du coup, il y a des ouvrants, vous voyez, de ventilation qui permettent d'ouvrir en toute sécurité, anti-intrusion de personnes, de pigeons, etc. Donc favoriser la ventilation naturelle pour évacuer la chaleur et puis pour pouvoir continuer de ventiler le bâtiment, même s'il n'y a plus d'énergie, ça nous semble essentiel. Je vais parler un peu du rafraîchissement en m'appuyant éhontément sur la BD Restez cool qui a été produite par Emmanuel et aussi par Alain Bornarel pour les textes et donc qui est disponible sur le site de l'ICEB. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai parlé du critère du confort thermique hivernal en parlant de la température opérative. Vous savez que dans la norme ASHRAE américaine, il y a 5 critères du confort: la température opérative, la vitesse de l'air, l'humidité relative, et puis 2 autres critères sur lesquels nous, en tant que concepteurs, on ne joue pas beaucoup, qui sont le métabolisme, est-ce que la personne est en train de... Enfin, quelle activité est-ce qu'on est en train de faire? Et puis le clos, enfin les vêtements, quoi. Donc sur les trois premiers critères, la température opérative, on en a parlé. Elle joue aussi l'été, puisqu'on peut décider d'avoir des parois, enfin on peut bénéficier de la fraîcheur des parois. Et puis la vitesse de l'air, donc c'est quelque chose qui peut se susciter éventuellement par la ventilation naturelle, mais surtout par des ventilateurs de brassage de l'air. Et donc du coup, les systèmes de rafraîchissement passifs, on en a plusieurs et on va les voir après. J'insiste quand même sur le fait que le rafraîchissement passif, avant tout, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a 1 heure, c'était l'enveloppe solaire, donc avant tout d'éviter que les surchauffes estivales rentrent dans le bâtiment par le biais de limiter les apports solaires, on va le dire plus simplement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point numéro 1, une fois qu'on a bien limité nos apports solaires. Si on peut garder un peu d'inertie, ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir s'en servir avec la ventilation naturelle nocturne. Et là, je fais une parenthèse qui est qu'aujourd'hui, les bâtiments neufs en RE 2020 et puis aussi en RT 2012 avec le niveau carbone 2, on est amené à utiliser davantage de matériaux biosourcés et c'est très bien. Cependant, ça peut être des matériaux qui sont moins inertes. Donc, l'avantage de la rénovation, quand même, c'est d'avoir des matériaux lourds. Donc, en fait, si on a construit des bâtiments en béton pendant plein d'années, c'est très, très bien. Il faut les garder et garder toute cette inertie pour notre confort d'été. Voilà, donc c'est un peu quelque chose que je dis parce que aujourd'hui, dans le bâtiment neuf, on va peut-être, enfin voilà, on a plein d'inertie qui existent déjà, essayons de la garder plutôt que détruire des bâtiments existants et de reconstruire des choses qu'on va devoir reconstruire peut-être en ossature bois et qui seront très très bien, mais qui n'auront pas le même comportement passif estival. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que j'ai tort, on peut en discuter, mais voilà. Voilà, donc on a parlé tout à l'heure du rafraîchissement, d'éviter en fait de surchauffer. Maintenant, l'idée c'est de parler un peu des systèmes passifs, ou en tout cas plus low-tech qu'il peut y avoir pour le rafraîchissement. La vitesse de l'air, le bioclimatisme lié à la végétation, bien sûr. Donc, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la parcelle, essayer de végétaliser, de retrouver des espaces de fraîcheur. Ça peut être aussi de l'ombrage, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, pour du coup, voilà, limiter l'effet d'îlot de chaleur. Et puis le rafraîchissement, alors ça c'est encore une illustration par la ferme à Ouvré-la-Bastide de Anna Schaffer. Je me suis trompée là cette fois, Schaffer, du collectif encore. Prévoir des espaces extérieurs ombragés où travailler ou se réunir, ça peut être intéressant aussi parce que déjà c'est très agréable. Et puis des fois il peut faire meilleur dehors, même si on peut avoir un peu plus chaud dehors.
Mais si on est à l'ombre et qu'on a une vitesse d'air plus importante qu'à l'intérieur, ça peut être intéressant. Donc nous, ce qu'on trouve intéressant dans la low-tech, c'est aussi de créer des espaces avec des ambiances différentes pour pouvoir faire du nomadisme climatique. On n'en a pas parlé, mais c'est l'idée de pouvoir aller marcher, enfin pas marcher du tout, mais d'aller s'installer à des endroits différents pour travailler, pour vivre, si on en a la possibilité dans un bâtiment. Bon, là, donc là, j'ai pas, ah mince, j'ai pas mis l'illustration. Là, bien sûr, c'est le groupe scolaire, c'est un des groupes scolaires qui a été livré à Rosny-sous-Bois. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, ça doit être Simone-Veil ou Jacques Chirac, je ne sais plus. Donc, maîtrise d'œuvre Rosny-sous-Bois, maîtrise d'œuvre interne à la ville de Rosny-sous-Bois. Et donc, du coup, les systèmes de rafraîchissement, ça va être des ventilateurs de plafond, comme je disais. Ça peut être des ventilateurs qui font un rafraîchissement adiabatique direct ou indirect. Là, on devient sur des choses un peu moins low-tech, mais qui restent quand même plus low-tech que juste un groupe froid. Donc là, on se sert du principe de rafraîchissement adiabatique, qui est que quand on pulvérise de l'humidité dans l'air, si l'air n'est pas saturé, l'humidité va s'évaporer dans l'air et du coup, grâce au diagramme de l'air humide, l'air va se refroidir. Et du coup, dans la ventilation adiabatique indirecte, on a un échangeur de chaleur qui récupère cette fraîcheur pour être soufflé. Et dans le rafraîchissement adiabatique direct, c'est directement la brumisation qui fait que l'air est plus frais. Dans un bâtiment à l'intérieur, on va souvent utiliser plutôt l'adiabatique indirect parce que ça évite les risques de légionelle. Voilà. Et puis quand on va être à l'extérieur, la brumisation peut fonctionner. Là, on recule encore du low-tech, de la low-tech, mais le géocooling associé à une dalle active. Donc le géocooling, c'est le fait de faire circuler, c'est comme une pompe à chaleur sur sol ou sur nappe, sauf que du coup, il n'y a pas de pompe à chaleur, c'est juste un échange thermique avec la nappe qui permet de refroidir l'eau qui circule dans le bâtiment et qui ensuite va être émis par des émetteurs rayonnants plutôt que par l'air. Voilà. Oui, je voulais dire une chose, si j'ai encore le temps, mais qui est qu'en termes de low-tech et de systèmes techniques thermiques, on a constaté, c'est un peu le corollaire de ce que je disais tout à l'heure, de traiter au plus près des corps, c'est que les systèmes par rayonnement sont entre guillemets plus low-tech que les systèmes de traitement par l'air, dans le sens toujours d'améliorer la température opérative plutôt que d'aller traiter la température de l'air. Et aussi parce que du coup, de se dire qu'on fait un traitement thermique par le rayonnement, c'est plus résilient quand on a une ventilation naturelle, puisque du coup, si notre support de traitement thermique, c'est l'air, dès qu'on fait partir l'air par ventilation naturelle, il faut tout recommencer. Alors que quand le traitement thermique est dans les parois, on n'a pas ce problème-là. Voilà. Et puis ça va avec la terre crue, ça va avec d'autres choses. Oui, ouais, c'est tout un principe dans l'ensemble. Bon, après, on a d'autres petites suggestions de faire rentrer la lumière naturelle par tous les moyens, et y compris par les canons à lumière, qui sont des tubes très réfléchissants et qui permettent d'éclairer là où on ne peut pas faire de fenêtre. Aussi, éclairer plutôt qu'avoir des éclairages uniformes sur toute une pièce, surtout maintenant qu'on utilise beaucoup d'écrans, eh bien, éclairer plutôt à la tâche pour mettre la lumière là où on en a besoin, plutôt qu'avoir une lumière uniforme. Mettre un interrupteur général pour pouvoir éteindre tous les appareils en veille, un peu comme il y a dans les chambres d'hôtel quand on glisse une carte pour activer ou désactiver tous les appareils électriques à l'intérieur de la chambre. Et après, c'est toute la partie sur les plomberies VRD dont on n'avait pas beaucoup parlé dans nos travaux parce que c'était rénovation énergétique sur profil. Mais donc, comme pour l'énergie et comme pour voilà, les déchets aussi, il y avait vraiment une question de méthodologie sur les eaux d'évacuation des bâtiments. Donc, en fait, il y a des choses très propres qu'on peut restituer directement
au sol, les eaux pluviales, ou alors qu'on peut réutiliser. C'est toujours l'idée de partir du déjà là, de ce qui existe, pour l'arrosage, pour les usages domestiques. Et puis, ensuite, réutilisation des eaux ménagères. Donc, les eaux usées peuvent être utilisées en phytoépuration pour l'irrigation. On peut récupérer leur chaleur aussi. Et puis, vous savez, il y a toujours ces systèmes-là qui peuvent exister aussi de sanitaire où on se lave les mains et l'eau remplit le réservoir. Bon, c'est un peu, ça paraît un peu anecdotique, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé de manière plus globale. Et puis enfin, les excrétas donc, peuvent être valorisés, là plutôt à l'échelle du territoire bien sûr, mais en tout cas, plutôt que de dire on met tout ensemble et on ne sépare pas et il faut tout traiter après, il faut tout, bah, c'est comme la même logique que pour les déchets. En fait, chaque chose peut être utilisée et à la fin, il reste quelque chose d'un peu incompressible, mais qui est beaucoup moins gros qu'au début. Donc c'est vraiment cette logique-là qui peut être appliquée. Donc voilà, les eaux pluviales percolées sur la parcelle, récupérer les eaux pluviales. Donc aujourd'hui, on est toujours sur la loi du 21 août 2008, ça n'a pas beaucoup changé depuis presque 15 ans du coup. On peut utiliser, comme vous le savez, les eaux de pluie pour laver les sols. Enfin, on parle toujours de l'arrosage, hein, mais c'est aussi utilisable pour le lavage des sols, pour l'alimentation des chasses d'eau et alimenter le lave-linge. Donc ça, c'est possible en fait assez facilement d'alimenter les lave-linges avec de l'eau pluviale. Mais du coup, ben, ça nécessite simplement d'avoir des filtres, mais c'est pas bien compliqué parce que les 2 premiers filtres de 60 microns et de 20 microns, ils sont lavables. On peut même les mettre dans son lave-vaisselle si on en a un. On peut juste les laver à la main aussi. Et par contre, le filtre de 10 micromètres, c'est du charbon actif, donc ça, il faut le changer annuellement. Mais en tout cas, ça permet du coup d'utiliser de manière assez globale les eaux de pluie. Parce que c'est vrai que quand on utilise les eaux de pluie que pour l'arrosage, c'est sympathique. Le problème, c'est que souvent, on n'a plus d'eau dans la cuve en été, alors que c'est là qu'on veut arroser. Alors que si on l'utilise pour des usages vraiment quotidiens, comme bon, le lave-linge, les sanitaires, ça permet de dimensionner de manière plus petite la cuve aussi, puisqu'elle est vidée voilà, toutes les semaines ou même enfin, tous les jours même. Elle est renouvelée et donc à la fois on dimensionne de manière plus petite la cuve et à la fois ben, voilà, on réutilise une ressource qui est existante. Donc récupération d'eau pluviale, c'est très bien, évidemment, ça dit. Mais c'est voilà. Et puis les toilettes sèches, alors c'est, je crois que ce document, c'est pas nous qui l'avons produit, hein, il vient de l'association du réseau de l'assainissement écologique et il avait été présenté lors d'un jeudi du SACA, le SACA, c'est une association qui est dans le sud de la France, qui fait des webinaires comme les ICEP Café, mais du coup c'est le jeudi et c'est voilà, c'est une autre association. Et du coup, voilà, les toilettes sèches, en fait, il y a plein de types de toilettes sèches différentes qui peuvent être adaptées à plein d'usages différents. Et du coup, voilà, c'est pas du tout un monolithe. C'est intéressant de creuser ce qui peut exister. Voilà. Et du coup, ça aussi, c'est toujours le réseau de l'assainissement écologique. Eh bien, après cette slide, ça sera la fin de notre présentation. Donc, du coup, ah non, je parle encore. Voilà, il y a puis phytoépuration pour traiter les eaux usées, bien sûr. Voilà, donc